tu la vois, vraiment, c'est déclarable. Monsieur le journaliste, on ne peut pas comprendre. Malgré que c'est au niveau des développements, pas chaque matin. Secondo, prenez la voie de Nissi. Il y a un pont qui a suivi là. Et il y a un pont péage. Monsieur le journaliste, pont péage là, la vague qui rentre. Et ça ne pas, il ne pas faire le pont qui a suivi. Monsieur le journaliste, on ne peut pas comprendre. Nous, la population, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent dans le pays? Bonne journée. Très bonne journée. L'argent fait beaucoup de choses. Ayuba Naro. Les routes, ça viendra. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Oui, c'est à mon législateur qui revient. Nous vous écoutons. Moi, c'est pour parler à mes collègues, la population de Parakou. Sinon, c'est un manque à gagner pour nous. Hein. Vous voyez, cette fois-ci, vraiment, ça, c'est une fête pour nous, les populations, parce que les populations de Parakou, ils ne respectent pas ce qu'on a dit de faire. Vous allez voir, cette fois-ci maintenant, ils ont leur carte. Et les cartes là, ils mettent ça dans les jambes, devant les Indiens. Et les policiers les arrêtent vraiment. On arrête les Indiens. À cet Indien, depuis décembre là, vraiment, la police fait beaucoup de moissons. Hein. Et maintenant, ils n'ont même pas l'argent. C'est pour commencer par courir chez les frères, chez les gens, pour dire passez-moi l'argent, pour aller retirer mon argent. Bon, si on écoute l'autorité des familles, tu as casse. Et au lieu de mettre ça sur la tête, tu mets ça dans ton entrejambe. Je prie que nous, la population, qu'on écoute les autorités et qu'on respecte les caisses pour que les sous qu'on donne fatal là, que ça reste dans notre poche. Les sous là, maintenant, tu donnes à ta femme là, tu vas manger de bon manger. Ça fera quelque chose. On vous a compris, merci pour votre appel, c'est bien noté. C'était votre deuxième et dernier passage, 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. On prend le tout dernier auditeur. Intervenant Ali, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur Ali. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Ogoudé Georges. Nous vous écoutons. Oh, ma proposition va directement dans mon quartier Ganou. À propos de notre photo qui a une véhicule qui a cogné là, au carrefour de Ganou là, oui. Au niveau de Babab. Vraiment, je demande pardon aux autorités de venir nous porter leur satisfaction. D'accord. Merci. On vous a compris. Vous étiez le tout dernier appelant pour le compte de cette tranche ce matin. Merci à vous tous qui avez appelé. On prend rendez-vous demain. La tranche sur point de vue s'est terminée ainsi aujourd'hui. Epiphane Chabi, Albéric Akbouvo, Marie-Hélène Ouissou, nous étions tous en votre compagnie ce matin. On marque une pause. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7h. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Vous avez toujours une longueur d'avance avec le grand direct de l'information. Mesdames et messieurs, le mini-débat ce matin, nous allons nous intéresser à ces incendies, à ces cas d'incendie liés donc à l'essence, au trafic de l'essence de contrebande ce matin. Et je suis en studio avec Raoul Sivgounouko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Jacques Debré, bonjour. Bonjour à tous. Raoul Sivgounouko, hier, nous l'avons donc suivi très tôt dans la matinée d'hier. Il y a eu donc un incendie qui a ravagé plusieurs
plusieurs tonnes de coton dans la ville de Kandi, et ce n'est seulement pas à Kandi, dans plusieurs autres localités. Il ne se passe un mois sans qu'on enregistre en tout cas des incendies ou des cas d'accidents liés à nos trafics donc de l'essence frelatée, malgré les mesures mises en place, prises par le gouvernement, les autorités dans les différents départements, dans les différentes communes. On sent qu'on n'arrive réellement pas à lutter contre donc ce trafic-là. Oui, c'est un peu compliqué. Vous savez, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Et ça fait le temps, ça a traversé les différents régimes et qui ont lutté contre le phénomène, mais malheureusement, on n'a pas une solution durable. Et de sorte que même quand on prend des mesures, le phénomène est là et ça fait des victimes. Vous avez vu combien de personnes, de Béninois, nous avons perdu, qui sont allés en fumée, qui sont des contrebandiers. C'est regrettable, mais il faut aller loin encore. Vous l'avez dit, le dernier en date, c'est Kandi, où malheureusement, on a perdu beaucoup de coton. Vous savez, c'est un peu comme on le dit, c'est la souffrance des paysans. Et c'est aussi le pays qui perd. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le produit, enfin, le coton reste quand même un produit de rente et qui nous permet de faire entrer des devises. Et lorsqu'on voit cela aller en fumée de cette façon, vous voyez que derrière tout ça, c'est beaucoup de souffrance. Et on se dit, finalement, ça servit à quoi? Et donc, parlant de mesures, effectivement, il y a eu des mesures qui ont été prises. Mais malheureusement, chaque fois qu'on transporte ce liquide hautement inflammable, c'est un potentiel risque. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Si on n'arrête pas ce trafic-là, on va toujours assister à ces genres de situations. Vous avez vu, le gouvernement a quand même pris des mesures parlant donc du transport de ce liquide-là, mais ça arrive toujours. Et quelles que soient les mesures qu'on prend, ça vient. Maintenant, lorsqu'on fait un lien avec la période où on transporte le coton, vous comprenez que c'est vite venu. Donc je pense que les deux ne doivent pas aller de pair, malheureusement, mais c'est des situations qu'on ne peut pas toujours maîtriser, quelles que soient disons, les précautions qu'on prend à l'avance. Mais toujours est-il que moi je voudrais appeler les transporteurs du coton à faire preuve de vigilance. C'est ce à quoi on va peut-être les inviter pour le moment, parce que il n'y a pas encore une mesure forte qui puisse arrêter véritablement le phénomène. C'est à notre corps défendant qu'on observe tout ceci. Les autorités ont certes pris des mesures qui ne sont pas respectées sur le terrain. On évolue comme ça et on doit peut-être faire plus attention lorsqu'on est en période de transport du coton. Alors Jacques Degbé, pour le cas spécifique de Kandi, c'est un garage, en tout cas je dirais, un parc de stationnement de coton circonstanciel juste à côté d'un magasin où on stocke donc de l'essence de contrebande. C'est quand même un danger. Les autorités pouvaient en amont penser donc à des solutions palliatives pour éviter que ce drame-là se produise. Oui, c'est là où moi je dis qu'on ne fait pas assez, parce que là, le drame qu'on a eu à Kandi, on pouvait l'éviter. On sait que l'essence est un liquide qui est hautement inflammable, donc on ne devait pas aller garer je ne sais pas si c'est le camion de coton qui sont allés stationner auprès de... Oui, c'est le cas parce qu'il s'agit d'un lieu de stationnement circonstanciel. Bon, en tout cas, pour le coton, c'est circonstanciel, alors que pour la station, c'est là. C'est bien connu. Donc ça pose problème. Ça pose problème parce que on sait que le danger est là. Je crois même au niveau des usines de coton, c'est interdit. Tout ce qui est lié au feu. Donc on sait déjà que le danger est là et il ne fallait pas prendre ces risques-là, malheureusement. Regardez tout le coton qui est parti en fumée hier. Je ne sais pas si on a des chiffres exacts. Notre correspondant vient notre confrère sur place parle de 3 tonnes environ. Une estimation sommaire. Des camions, 7 camions partis en fumée. Vous imaginez la perte, la quantité d'essence également partie en fumée. C'est beaucoup de millions qui sont comme ça brûlés hier, malheureusement, pour une simple négligence, un comportement qu'on pouvait éviter. Moi,
moi, je trouve qu'on ne prend pas assez de précautions parce que pourquoi on ne continue pas à assister à ces drames-là? Il faut aller chercher dans les causes. Manque de précautions, manque d'inattention. Et également, bon, la plupart du temps, souvent quand ça se passe dans le champ, il y a parfois des mésententes entre agriculteurs ou bien des cas de jalousie. Oui. Donc on profite pour brûler le coton de l'autre, ça arrive aussi. Donc cela voudra dire qu'il faut continuer la sensibilisation, qu'il faut continuer à travailler. C'est pas une fatalité. Moi, je ne veux pas dire que voilà, chaque campagne de coton, il doit avoir des cotons, des traits de coton qui vont brûler. Moi, je crois qu'on peut, à défaut d'éliminer complètement le phénomène, mais de le réduire drastiquement pour qu'on n'ait que quelques cas, peut-être 2, 3 maximum lors d'une campagne. Oui. Je crois que la chose est bien possible. Maintenant, l'autre chose, c'est l'éternelle question de la réaction des groupements de sapeurs-pompiers. À chaque fois que ces incendies-là arrivent, vous vous rendez compte que au niveau des sapeurs-pompiers, il n'y a pas le matériel pour faire le travail. Ça a été encore le cas hier à Candy. À travers des témoignages que nous avons reçus. Un témoin ici qui dénonçait effectivement le fait. Bon, tout porte à croire qu'on ne retient toujours pas la leçon. On ne va pas rappeler les mauvais souvenirs ici ce matin. Oui. Mais quand on a connu tout ça et qu'aujourd'hui on ne prenne pas les précautions, je crois avoir lu un conseil des ministres il y a quelques semaines. Les mesures qui sont prises dans ce sens pour l'achat des équipements aux sapeurs-pompiers, ça même déjà fait quelques mois. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que ça évolue réellement sur le terrain? Visiblement, la réponse est non. Et quelle quantité d'équipements et de matériel pour pouvoir satisfaire les nombreux services de sapeurs-pompiers sur toute l'étendue du territoire national? C'est aussi ça la question. Alors, Raoul Sivounogo, pour terminer, est-ce qu'il n'est pas temps de taper du poing sur la table en ce qui concerne le commerce aujourd'hui de l'essence de frelato? Je dirais le transport, la façon dont ça se fait aujourd'hui. En journée, ça se fait à la barbe et aux yeux, au vu, au su de tout le monde, dans des lieux parfois dangereux. En réalité, rien n'a changé. Il suffit de jeter un regard dans la circulation, vous allez voir des bidons d'essence qui sont transportés sur des motos. On a vu le cas la dernière fois, non loin de nous, où ça prend feu rapidement. Oui. Et donc, ça n'a pas changé. C'est des bidons d'essence qu'on a dans des véhicules, qu'on remplit des véhicules, on remplit des camions. Bon, encore les véhicules, camions, c'est encore mieux. Pourtant, le transport est réglementé. C'est réglementé, mais ce n'est pas respecté sur le terrain, malheureusement. C'est vrai qu'il y a une réglementation. Oui. Et bon, ces vendeurs sont un peu renvoyés dans nos vents. Ils ne sont plus aux abords des grandes voies bitumées. Oui. C'est déjà une mesure. Mais attention, ça ne règle pas totalement le problème. Vous voyez de l'essence frelatée dans les vents, c'est à côté des habitations. Oui. On vend de l'essence comme ça, c'est hautement. Moi, j'ai vu une maison, mais à côté, ils ont loué une chambre dans la maison, c'est rempli de bidons d'essence. Imaginez un jour, je ne souhaite pas. C'est un potentiel risque. C'est rempli de bidons. Et ça dit que c'est là où on met toute la cargaison avant de faire le dispatching à travers la ville. Et c'est dans une maison. Et des gens habitent la maison. Voyez-vous, c'est extrêmement dangereux. Lorsqu'on manipule avec un peu de négligence, vous voyez tout ce qui peut advenir. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Rien n'a changé, malheureusement. C'est pour ça que j'ai dit pour l'heure, si rien n'a changé, c'est simplement d'appeler les gens à plus de rigueur dans la manipulation de ce produit. Maintenant, il y a quand même des mesures qu'il faut saluer avec les stations, les mini-stations. C'est déjà un pas, mais il va falloir que le gouvernement aille plus loin et fasse en sorte que ces stations, qu'on puisse les généraliser, parce que c'est d'ailleurs ce qui a été annoncé sur l'ensemble du territoire national, ne serait-ce que d'abord dans les grandes villes.
si on le fait, je pense qu'on pourrait réduire drastiquement ces situations regrettables auxquelles on assiste. Vous voyez, pour Kandi, c'est une chance. Sinon, on pouvait, c'est vrai, il n'y a pas de perte en vie humaine, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Si ça se produisait la nuit, qu'est-ce qu'on allait peut-être dire? Donc, c'est en journée, heureusement, et tout le monde était en éveil, donc ça fait que, il n'y a pas eu de dégâts humains. Mais on a perdu des millions, comme Jacques l'a dit. C'est regrettable. C'est une perte pour l'économie nationale. Merci, Raoul Sivunoko, Jacques Debé. D'ailleurs, Raoul, vous restez avec nous ce matin pour le développement du bulletin de l'information. Dans la suite, mesdames et messieurs, l'entretien du jour, l'entretien que nous vous proposons, c'est avec Garounduro Mamadou Bagoudou, le directeur départemental de la culture, des arts et du tourisme du Borgo et de la Liborie. Avec lui, on s'intéresse ce matin à l'exécution du plan de travail annuel dans le secteur de la culture, des arts et du tourisme pour le compte de l'année 2023, les perspectives également pour 2024. Que retenir, que savoir? Vous aurez les précisions dans un instant. Et puis dans la page santé avec Fidélia Biaou, on parle ce matin de la lutte contre le paludisme.